À quel moment une invention devient-elle disruptive au point de changer les habitudes ? Monde Numérique et Epson, leader mondial de l'impression, explorent les technologies de rupture qui secouent notre quotidien. Dans cet épisode, on se penche sur l'histoire du cloud. En bon français, on devrait dire l'informatique en nuage. En québécois, l'info nuagique. Mais le plus souvent, on dit le cloud, le nuage. Le cloud a changé nos vies. Il a mis à portée de clic une puissance informatique et une capacité de stockage numérique quasiment sans limite. Alors il n'y a pas un cloud, mais plutôt des clouds. Google, Amazon, Apple, Microsoft, pour ne citer que les plus connus du grand public. Mais au fait, le cloud, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, ont coutume de dire les informaticiens, pour rappeler à la fois les forces et les faiblesses de ce concept. Le cloud, on ne le voit pas, mais il n'est pas pour autant dans les nuages, comme on pourrait le croire. Il est bien réel au bout de notre connexion Internet, sous forme de milliers de machines auxquelles on accède parfois sans le savoir. Luc Julia est le médiatique papa de l'assistant vocal Siri, et il est aussi, on le sait moins, le grand architecte du cloud pour les objets connectés du géant coréen Samsung. Luc Julia nous rappelle ce qu'est exactement le cloud. Le cloud, c'est ce qu'on appelle les data centers. C'est des gros data centers, beaucoup d'ordinateurs qu'on met quelque part où on les met tous ensemble, ces serveurs dans les data centers pour pouvoir optimiser en quelque sorte les autoroutes de l'information, on va dire. C'est-à-dire que c'est là que partent et qu'arrivent les gros tuyaux qui relient ces data centers et qui font en sorte que ça va beaucoup plus vite pour échanger les données entre les différentes applications, les différentes boîtes qui veulent travailler ensemble. Le cloud au début, c'était vraiment pour dire je vais mutualiser ces serveurs. C'est vraiment Amazon qui a commencé ça pour eux-mêmes. Et quand ils ont vu que finalement ils faisaient les choses pas trop mal et qu'ils pouvaient le faire pour les autres, ils ont décidé qu'ils allaient en faire un produit. Et c'est comme ça qu'AWS, donc les serveurs d'Amazon, le cloud d'Amazon, a démarré. C'est devenu le cloud parce que c'était loin de nous, quoi. Après son invention par Amazon au début des années 2000, le cloud a d'abord séduit les entreprises. Mais pas toutes, car les plus traditionnelles craignaient de voir leurs données soudain leur échapper. Dès le départ, pour les entreprises, c'était compliqué. Parce que les entreprises, elles ont vu un danger dans le fait qu'elles allaient devoir se séparer de leur data. Donc se dire, je vais plus contrôler mes trucs, je vais le mettre là-bas, et puis là-bas, est-ce que je peux leur faire confiance ? Donc il y avait, les entreprises ne se sont pas précipitées dessus. Ceux qui sont précipités dessus, c'est plus les petits, donc les startups, vraiment les petites startups qui n'avaient pas à avoir à gérer leur propre data center, leur propre machine à la maison, leur propre serveur. Donc ça, c'était super important, c'était super bien pour les startups et pour les particuliers qui voulaient faire leur site web, etc. Aller héberger quelque part ailleurs qu'à la maison, c'était beaucoup mieux. Bon, petit à petit, cette peur s'est dissipée pour les gros. Ils se sont rendus compte que d'un point de vue purement économique, ça avait du sens. Parce que t'as pas un serveur, t'as rajouté tous les 5 ans, 3 ans, 5 ans, il faut changer le serveur. Bon, il faut toujours avoir des gens qui les surveillent, etc. Donc c'est un coût quand même assez important d'avoir de gérer ses propres serveurs. Et ça, il y avait plus à faire. Et donc les grosses entreprises se sont aperçues que c'était relativement intéressant. Et puis le cloud, marketing aidant, a finalement gagné le cœur du grand public. Aujourd'hui, tous les smartphones sont automatiquement connectés à un cloud, ce qui permet d'effectuer des sauvegardes régulières sans même qu'on s'en rende compte, de ne plus jamais perdre ses contacts ou ses photos et de réinstaller en un instant toutes ses applis quand on change de téléphone.
le cloud a eu beaucoup de gens qui étaient très intéressés à partir du moment où effectivement on pouvait commencer à stocker les photos et des choses comme ça. Donc là, oui, tu t'es rendu compte que ça devenait infini. Le cloud est infini, hein, donc on peut effectivement avoir avec iCloud pour Apple, hein, ceux qui ont vraiment commencé pour ce cloud plus des particuliers, ça permettait d'avoir ce storage infini, ce stockage infini, et de pas avoir à le faire à la maison. Mais le cloud n'a pas que des avantages. À partir d'un certain volume de données, il devient payant, et c'est un abonnement que l'on va payer indéfiniment, car on en a toujours besoin. En outre, il y a la question de la confidentialité des données, et même du piratage. Luc Julia. C'est vrai que c'est toujours un peu embêtant de dire est-ce qu'ils vont regarder mes photos. Enfin bon, il faut pas mentir sur le fait que même s'il y a ces conditions générales d'utilisation et le juridique, il y a toujours des possibilités de piratage. D'accord ? Il faut pas se mentir. De toute façon, c'est vulnérable. La cybersécurité, ce qu'on appelle la cybersécurité, est une course. Donc à un moment donné, si on fait pas attention, si on n'a pas bien fait la course, si on n'a pas mis à jour des trucs, il y a une chance qu'il y ait une faille. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Pour autant, le cloud est devenu indispensable à nos vies modernes et connectées. Il est absolument partout, il permet le fonctionnement des sites web, des applications grand public ou professionnelles, des objets connectés, d'une manière générale, tout ce qui a besoin de capacité de stockage et de puissance de calcul. Sans le cloud, par exemple, Luc Julia n'aurait jamais pu créer l'assistant vocal Siri. Le processing power, toute la puissance de calcul dont on a besoin quand on fait de la reconnaissance vocale par exemple ou de la reconnaissance d'image, elle se trouve dans ce cloud, d'accord, grâce à tous ces serveurs, ces milliers de serveurs qui peuvent travailler avec des capacités fantastiques pour le traitement d'image ou pour même le traitement de la voix. Aujourd'hui, Siri utilise toujours le cloud, hein, donc il y a quelques versions de Siri dans la montre, par exemple, qui utilisent du local. Mais dès qu'on demande quelque chose comme quelle est la date de naissance de la mère de Napoléon, en local déjà, pour comprendre, c'est compliqué, mais aussi pour aller chercher l'information, ça a du sens d'aller chercher l'information sur les serveurs et directement sur Internet. Donc tous les reconnaisseurs de la parole aujourd'hui, hein, que ce soit Alexa dans vos maisons, que ce soit Google Home, que ce soit Siri, tous les reconnaisseurs de la parole aujourd'hui utilisent le cloud. Même si cela pose aujourd'hui des problèmes de souveraineté numérique, car les grands data centers appartiennent aux géants américains, même si c'est un gouffre énergétique qui ne fait pas du bien à la planète, le cloud est devenu aussi indispensable que l'air que l'on respire. Cette histoire montre comment ce qui était au départ une simple organisation technique au service des entreprises est devenu un outil planétaire indispensable à notre vie quotidienne. Retrouvez d'autres histoires de tech de rupture dans cette série spéciale de Monde Numérique en partenariat avec Epson. Cet épisode était réalisé par Thomas Langlin.